Début janvier 2017, plus d'un millier de chercheurs en robotique, en intelligence artificielle et les GAFAM se sont réunis pour débattre du thème pour une intelligence artificielle bienveillante. 23 principes censés encadrer le développement de l'intelligence artificielle ont été adoptés. Un guide éthique et pratique à portée universelle a été publié. Une commission a pour objectif de maîtriser les débats éthiques sur l'intelligence artificielle, tandis qu'1 milliard de dollars est destiné à permettre la mise en œuvre d'une autorégulation éthique des techniques d'intelligence artificielle. Si on ajoute que Google a financé une trentaine d'ONG qui participent au débat public antitrust aux États-Unis, on est amené à douter de l'indépendance de cette organisation, à l'évidence financée par les GAFAM, dont la puissance ne fait que croître. C'est pas une fois que c'est dans la nature, une fois que les données sont piratées, elles sont piratées. Une fois qu'on les a perdues, on les a perdues. C'est comme quand on donne des informations sur un réseau social, elles ne nous appartiennent plus. Donc elles ont une vie cachée, ces données. Donc il faut comprendre que la vie cachée des données va servir, bien sûr, à des fins qui peuvent être loyales et bienveillantes, mais à des fins déloyales et malveillantes. Et il ne faut pas ignorer le fait qu'il y a une véritable économie souterraine de la commercialisation des données. Et les données de santé, ça vaut de l'or. Et donc, on peut imaginer que le risque introduit par des technologies de l'information va être un risque global et qui va être un catalyseur de tous les autres risques. Et là, on a des risques à effet systémique d'ampleur qui peuvent être d'ampleur considérable. Tout d'abord, il y a un énorme problème de privacy. Et là, on touche justement à l'identification de l'individu et surtout au fichage systématique, que ce soit par les GAFA, par les autorités de frontières, aux États-Unis, en Chine, enfin. Et donc, quand les citoyens européens utilisent Google, Amazon, n'importe quelle application, Facebook, you name it, tôt ou tard, toutes nos données, et pas seulement les habitudes d'achat, mais pas seulement la date de naissance, mais aussi tous les emails qu'on écrit à travers Gmail ou à travers d'ailleurs Microsoft, etc. Évidemment, toutes ces datas sont analysées, scannées, élaborées, et bien sûr, il y a ce que moi j'appelle un fichage automatique et malheureusement pérenne de ce que chaque individu fait. Donc là, l'Europe a déjà un énorme problème, puisque nous avons un vide énorme au niveau des datas. Puis un deuxième problème, c'est que, bien entendu, au niveau de la 5G, en fait, la transmission et l'élaboration de ces données à travers le réseau 5G est fondamentale parce qu'en fait, la 5G, non seulement c'est une vitesse qui est 10 à 20 fois supérieure à la 4G, mais en plus, c'est l'élaboration de toutes les données liées à l'Internet des choses. Quelque chose qui m'intéresse en particulier en ce moment, c'est les développements, on va dire, de l'intelligence artificielle. On peut faire le lien avec le transhumanisme autour de la notion de singularité, le moment dans le temps où les machines seront plus intelligentes que les êtres humains. On a appris à des machines à reconnaître des tumeurs sur des radios, donc des tumeurs cancéreuses. Donc il a été montré que l'algorithme en question avait des meilleurs résultats que des médecins humains experts. En revanche, et c'est là où est le problème, la machine est par nature incapable de dire ce qu'elle a vu précisément sur la radio et qui l'a conduit à dire c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Parce que le problème d'une donnée, c'est son exactitude. Or, aujourd'hui, on a un vrai problème par rapport à la qualité de la donnée. C'est pas quand votre smartphone vous pose la question « êtes-vous heureux ou pas ?» qu'on a une donnée qui est fiable ou pas. D'accord ? En médecine, on apprend très vite, quand on a un patient qui est malade devant soi, c'est d'essayer de bien préciser son histoire, ce dont il a besoin, comment il en est arrivé là. Et on se rend compte que les réponses du patient ne sont pas forcément exactes. Ce n'est pas qu'il cherche à vous mentir, c'est que sa perception de la réalité n'est pas forcément objective. Moi, j'ai vu mes maîtres en faisant des interrogatoires, posant une question, le patient disait oui, et le maître notait non dans le dossier. Pour pouvoir dire non dans le dossier, c'était des années, pas des années d'expérience, des dizaines d'années d'expérience et d'intelligence. Là, de l'intelligence. Et c'est peut-être ça qui va rendre encore, qui va permettre à la médecine d'exister encore quelques années. C'est parce que, justement, l'interrogatoire du patient est compliqué, très compliqué, et nécessite l'expertise du médecin. Donc vous imaginez, vous êtes là, vous êtes malade, vous interrogez votre ordinateur, vous répondez aux questions, il vous propose un diagnostic, vous le validez, dans le quart d'heure, vous êtes livré avec vos médicaments par Amazon. C'est une façon de procéder,
Ça existe déjà aux États-Unis dans 11 États. Donc, grâce à des softs qui sont des softs très puissants et qui permettent de tenir compte de plein de choses. Est-ce que ça va guérir mieux les gens? On n'en sait rien. Vous savez que la première cause d'échec thérapeutique, ce n'est pas l'erreur de diagnostic, ce n'est pas l'erreur de traitement, c'est la non-observance par le patient. Nous sommes dans une culture qui multiplie les automatismes, les automates, les machines, et qui nous donne à penser que, hors de la machine, nous sommes morts. Eh bien non, nous avons lieu de défendre ce concept d'intelligence-là, qui n'est pas l'intelligence résolution de problèmes, mais c'est l'intelligence résistance aux instincts. Quand nous éduquons un enfant, nous l'éduquons à ajourner le moment de la satisfaction de ses instincts. Il est devenu indispensable d'organiser un rapport de force pour reprendre le contrôle. Le laisser-faire ne peut que conduire à de lourds désagréments. Avec quels acteurs? Les institutions internationales, bien sûr, les États, mais aussi les organisations non gouvernementales, les lanceurs d'alerte, etc. Je suis ici en qualité de président du CIRIEC. Je dirais que c'est la vocation du CIRIEC de voir un peu les conséquences, ces nouveaux modes d'économie qui sont en train de se dispenser dans le monde. Il y a les acteurs, mais il faut aussi élaborer des politiques publiques adaptées, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient éducatives, qu'elle soit d'information. Il est effectivement indispensable de réguler, combler le vide réglementaire mondial, instituer des autorités régulatrices internationales indépendantes, ça serait aussi bien, lutter contre la cybercriminalité au sens large, et puis il faut s'opposer au risque d'obscurantisme, de captation et d'utilisation malsaine des technologies numériques, gare aux technoprophètes, aux religions, et aussi aux dictateurs, parce qu'il peut y en avoir. Et dernier point sur cette série de réflexions, c'est le pouvoir judiciaire qui doit jouer son rôle et tout son rôle. Déjà appliquer dans chaque pays les lois et règlements existants, et puis organiser une supervision judiciaire à l'échelon international. C'est peut-être une utopie, mais encore faut-il, je crois, le rappeler et le mettre en perspective. Il faut expliquer. Et il faut communiquer. C'est un phénomène de société. Et évidemment, la législation et la découverte et la compréhension de certains phénomènes aussi profonds, surtout pour une technologie qui va extrêmement vite, ça prend du temps. L'enjeu de demain, ce n'est plus l'arme nucléaire, ce n'est plus la domination économique. L'enjeu de demain, c'est la domination de l'AI. Et je parle avec une vision à 20 ans ou à 30 ans. Malheureusement, les pays européens, on est un peu en ordre dispersé, hein. Pour moi, la plus grande menace, c'est évidemment l'AI, et surtout quand on dépasse le point de singularité. Et pour moi, la différence au point de singularité, c'est-à-dire, c'est pas simplement la vitesse à laquelle l'AI peut traiter des données, c'est surtout la capacité de discernement. C'est ça la clé, qui différencie l'AI de l'humain. Capacité de discernement et de synthèse des informations, pas en tant qu'agrégation de données, mais en tant que déclinaison possible de différentes alternatives de raisonnement. C'est une bonne idée d'avoir un DARPA européen. Personnellement, je pense que oui, quand je vois ce que DARPA a fait aux États-Unis, j'ai aucun doute. Nous avons un énorme retard à deux niveaux, tout ce qui est traitement des données cloud, bien entendu, et intelligence artificielle. Et ce qui est le plus ralent, au niveau du nombre de brevets en intelligence artificielle, l'Europe est le numéro 2, après les États-Unis, mais on est en train d'être rattrapé par les Chinois à une vitesse invraisemblable. Mais surtout au niveau du nombre de scientifiques qui sortent des universités, donc formés ou post-universitaires formés en AI, l'Europe est de loin la numéro 1. Mais le problème, c'est que tous ces cerveaux, enfin une bonne partie de ces cerveaux, partent aux États-Unis. Si on pouvait pouvoir créer une sorte de cloud européen, ce qui a été d'ailleurs discuté, ce qui est en train d'être discuté par les institutions européennes, ce serait quelque chose de majeur. Comment allons-nous adapter nos droits individuels ? C'est-à-dire, nous faut-il une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'ère numérique? Faudrait-il, par exemple, faire du droit de l'accès au réseau un droit fondamental du citoyen? Faudrait-il distribuer des terminaux gratuitement à l'ensemble des citoyens pour s'assurer que personne ne reste sur le bord de la route de cette société numérique? Probablement, oui. Et ça sera sans doute une façon de lutter efficacement contre l'idéologie transhumaniste, qui est quand même une idéologie de l'élitisme et de la hiérarchie sociale. Donc je pense que la meilleure réponse que la société peut apporter, c'est
un travail normatif sur ce que sont les droits numériques du citoyen et de l'individu. Et puis surtout, s'il faut légiférer, ou en tout cas s'il faut revenir sur ces droits, il faut aussi le faire au niveau des droits sociaux, et en particulier du droit social. On part d'un principe et d'un postulat qui est de dire que la loi, c'est pas l'éthique, et la morale, c'est pas le droit. Un autre fait qui est important, c'est qu'en tant que juriste spécialisé sur les nouvelles technologies, où chaque fois nous avons eu, ou en tout cas moi dans mon parcours, on a dû inventer des règles de droit, pour une fois, le droit n'est pas en retard, mais il est en avance. Puis depuis l'apparition dans nos droits fondamentaux du principe de précaution, le droit est en avance. Et si justement on a des normes, ça sera aussi plus aisé d'un point de vue culturel de s'appuyer, de dire, ben voilà, la loi dit ça, la loi indique que de la maternelle jusqu'à l'université, c'est l'esprit critique. Il faut développer l'esprit critique, il faut vraiment développer l'esprit critique. Donc je pense que c'est effectivement une question d'éducation qui doit venir le plus tôt possible, le plus vite possible, de permettre à tout un chacun d'accéder à ces outils. La fracture numérique est terrible. Et la fracture numérique, elle n'est pas générationnelle, ou elle n'est pas que générationnelle. C'est aussi une fracture entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui n'ont pas accès. Et pour éduquer, il faut déjà que tout le monde ait accès à ces technologies. Et je pense qu'il y ait des ordinateurs dans les écoles primaires. Ça ne me paraîtrait pas complètement absurde d'éduquer justement les jeunes à aller sur des réseaux sociaux, ce que l'on peut y trouver. Me semble-t-il introduire dès le plus jeune âge, mais comme dans beaucoup d'autres sujets, cette question de la dépendance aux technologies. Peut-être penser aussi en termes de décroissance technologique, en termes de décroissance de captation des données, mais là on va s'opposer à toutes les entités qui font de l'IA et qui ont besoin de ces données pour être performantes en IA, et d'éduquer à la responsabilité civile et à la responsabilité individuelle des individus. Donc, éduquer à l'éthique, nous, c'est ce qu'on avait quand on était petit sur les cours d'éducation civile, quoi. C'est du b.a.-ba, du bien vivre ensemble. Quand on m'a posé la question, qu'est-ce que vous voyez comme cours pour la petite enfance, j'ai répondu, mais d'une façon quand même instinctive, des cours de philosophie. Finalement, donner du libre arbitre, c'est comment apporter du jugement critique, des capacités du jugement critique dans les esprits pour ne pas être justement dominé, pour résister à ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Il y a eu un temps où les personnes ont résisté à la tyrannie. Mais à un moment, ces personnes ayant disparu, les autres sont nés dans cette forme de servitude-là, et pour eux, cette servitude, c'est la norme. Autrement dit, les générations qui vont venir plus tard, eh bien, pour ces générations-là, il est possible que cette forme de contrôle, cette forme de traitement des données personnelles, cette abolition de la frontière entre la vie domestique et la vie publique, eh bien peut-être ce sera la norme, et qu'il ne la contestera pas forcément. Donc comment redonner du jugement critique? Encore une fois, c'est à travers l'éducation, en expliquant comment fonctionnent ces objets technologiques. Dans beaucoup d'écoles maintenant, les tablettes viennent, donc c'est-à-dire qu'au cœur même de là où on forge les esprits, où on forge le jugement critique, se trouvent ces objets contre lesquels on essaie d'éviter les dérives dans leur utilisation. Donc il y a un formidable paradoxe de tenir d'un côté l'idée que l'éducation est ce qui permet de forger le jugement critique, et de l'autre de tenir les objets contre lesquels on essaie de se préserver. Ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir, ça veut tout simplement dire qu'il faut les comprendre. Et qu'il ne peut pas y avoir d'apprentissage d'utilisation de ces objets sans comprendre comment ils fonctionnent. Encore une fois, le seul mot que j'aurai, c'est l'éducation.